Alors, bienvenue à tous à cette formation sur les algorithmes de pointage de crédit et bienvenue à cette initiative des mercredis. Donc, aujourd'hui, on va aller approfondir un sujet très tabou, un sujet qui est fermé dans le milieu, que pas beaucoup de gens connaissent. Et justement, on va aller ouvrir davantage sur le sujet. Alors, question de se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui vont tout simplement suivre sur la chaîne YouTube nos présentations, eh bien, qui est l'Académie de formation et prévention de la fraude. Et je l'ai créée en 2020 avec Claudia Aubry, qui est ma conjointe, mais aussi une spécialiste en cyberinvestigation qui travaille avec nous. Donc, l'Académie de formation et de prévention de la fraude, on est là pour vous accompagner et vous donner des solutions. D'ailleurs, notre mission, c'est de vous donner les outils pour vous permettre de mieux vous battre contre les fraudeurs. Il y a une citation du célèbre général Sun Tzu qui a écrit le livre L'art de la guerre au Moyen Âge et qui dit, si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont venir à vous, eh bien, à chaque fois, vous allez vous faire prendre dans leur filet. Donc, notre but, c'est de vous outiller pour être en mesure de combattre ce fléau qui fait de plus en plus rage partout dans le monde en ce moment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Paquette. Je suis vice-président pour l'Institut canadien du crédit, donc pour le chapitre du Québec. C'est une association professionnelle de directeurs de crédit qui existe depuis 1928 au Canada. Alors, on va bientôt fêter notre 100e anniversaire. Je suis également consultant en gestion et prévention de la criminalité financière et cofondateur de l'Académie de formation et de prévention de la fraude qui vous présente aujourd'hui cette superbe présentation. Alors, l'objectif des mercredis, eh bien, c'est de donner aux professionnels des outils pour être en meilleure posture devant vos clients, être en meilleure position aussi pour les aider à réaliser leurs projets et surtout dans un contexte de ralentissement économique comme on va connaître au cours des prochains mois, c'est d'ailleurs commencé, eh bien, c'est important là, d'être en mesure de bien maîtriser cette science-là qui est les bureaux de crédit et également protéger les clients contre les cliniques de crédit ou les entreprises ou les personnes qui prétendent faire de la correction de crédit et qui ne sont pas correctement réglementées ou qui font ça là, de manière un peu amateur. Donc, on va démystifier tout ça en parlant aujourd'hui des algorithmes de pointage. Donc, bienvenue à cette formation. Donc, on va se jeter dans le vif du sujet. On va commencer avec définition et statistiques. Donc, la première partie. La deuxième partie, on va parler des différents types de pointage chez Equifax. Ensuite, on va parler de l'affectation et des indices d'influence sur le pointage. Puis ensuite, on va faire un court petit résumé pour aller plus loin. Alors, on va aller voir au niveau des statistiques, qu'est-ce qui en sort? Eh bien, en 2016, l'ACFC avait sorti un sondage qui démontrait que 50 des Canadiens ignorent ce qui influence leur pointage de crédit. D'ailleurs, si vous demandez, là, ça va être le temps des fêtes, demandez aux gens que vous connaissez, c'est quoi leur pointage, ils vont tous vous dire qu'ils ont 800 et plus. Hein? Personne ne va vous dire, ah, moi, je suis à 650. Ils vont tous vous dire qu'ils ont 800 et plus. Et quand vous sortez le dossier de crédit, bien, c'est là que la surprise, souvent, va se manifester. Soudainement, vous allez réaliser que, oups, ils ont 620, 660 ou 710, mais à la base, ils vont tous vous répondre qu'ils ont 800 parce qu'ils veulent tous bien paraître. Il y a 24 des Canadiens seulement qui connaissent leur pointage de crédit, donc qui vont le suivre de façon méthodique. À tous les mois, ils vont aller voir, là, puis suivre ça de près. Mais comme vous voyez, c'est à peine un quart là, des Canadiens qui s'y intéressent. Il y a 80 des Canadiens qui ne savent pas comment contester une information erronée qui est mentionnée dans leur dossier de crédit. Alors, la plupart des gens vont s'adresser à Equifax ou TransUnion, mais ne savent pas qu'il existe des tribunaux spécialisés en la matière et qu'il y a un encadrement de la loi qui donne certaines procédures pour pouvoir corriger le dossier de crédit. Alors, quand le client s'adresse directement à l'agence de notation financière là, ou l'agence d'évaluation de crédit, eh bien souvent, là, ça va fonctionner, mais dans d'autres cas, ça ne fonctionnera pas puisque le client ne connaît pas les, euh, le langage et le lexique utilisé dans le milieu, donc ne saura pas comment s'adresser correctement auprès des agences de notation et n'obtiendra pas le
résultat voulu. Ensuite, il y a 56 des Canadiens qui n'ont jamais vérifié leur pointage de crédit. Donc, ça leur importe peu. Pour eux, c'est pas important. Ça passe dans l'oubli, quoi. Donc, on voit que c'est quand même beaucoup, là, c'est près de 60 des Canadiens qui n'ont jamais vérifié leur pointage. Donc, le pointage de risque, à quoi ça sert, cette petite bête-là? Eh bien, ça sert à évaluer le risque de non-remboursement ou de délinquance d'une obligation financière. Ça peut être d'un particulier, ça peut être d'une entreprise, d'une localité, donc une municipalité, d'une province ou d'un pays. Donc, et oui, même les pays, les provinces ont des dossiers de crédit. Et si on va fouiller même un petit peu plus loin, puis on va chercher la source de ce qu'est un algorithme, eh bien, c'est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Et celui qui avait inventé ça, c'était Al-Khwarizmi. Donc, c'est en arabe. En fait, ça vient c'était le nom de mathématicien persan du 9e siècle. Donc, l'algorithme, lui, va déterminer un risque de délinquance pour un consommateur. Donc, malheureusement, il n'y a pas de pointage parfait. Il n'y a pas de pointage qui est à 100%. Il y a toujours une variance qui va venir influencer. Et on parle aussi qu'il y a tout près de 600 facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Maintenant, ces algorithmes-là ne sont pas nécessairement produites par Equifax ou TransUnion. Dans le cas ici qui nous concerne, ils vont être produits par une entreprise américaine qui s'appelle FICO, en fait, qui veut dire Fair Isaac Corporation. Donc, c'est une entreprise qui est notée à la Bourse de New York. Et cette entreprise-là fabrique des logiciels analytiques créés depuis 1956. Donc, eux vont créer cet algorithme-là, ils vont le vendre à des entreprises comme Equifax et TransUnion afin qu'il soit utilisé. Et de la part d'Equifax et TransUnion, eh bien, certains facteurs vont être changés ou adaptés de sorte à répondre à certains besoins et certains secteurs d'industrie. Donc, les fondateurs de Fair Isaac Corporation sont Bill Fair et Earl Isaac. Donc, le FICO a créé le Credit Score qui vise à prévoir la défaillance de crédit. Maintenant, on va voir les pointages chez Equifax. Bien, dans la tête des consommateurs, eux croient qu'il existe un seul pointage, que chez TransUnion ou chez Equifax, c'est la même chose. Et là, ils vont, par exemple, aller sur le site de Credit Karma, vont obtenir leur pointage gratuit, mais en fait, sur Credit Karma, c'est le pointage de TransUnion, qui est un autre pointage. Et là, ensuite, vont sortir leur pointage à travers leur banquier, puisqu'ils vont faire une demande de crédit, ou à travers leur courtier hypothécaire ou un concessionnaire automobile. Et là, ils vont obtenir une autre cote qui peut varier de 40 à 80 points. Et là, eux vont associer qu'ils ont subi une perte de pointage, alors que ce n'est pas le cas. C'est tout simplement des pointages qui sont différents et adaptés à différents secteurs d'industrie. Donc, par exemple, ici, on voit le client, lui, va obtenir un pointage sur le site d'Equifax et TransUnion. Et ce pointage-là est pour des fins éducatives seulement. Donc, ce n'est pas un pointage qui va servir pour des décisions de crédit. Ensuite, le courtier hypothécaire ou le concessionnaire, lui, va sortir le dossier de crédit avec un pointage qui va être différent. Donc, c'est un pointage qui est adapté en fonction du secteur de l'industrie hypothécaire. Et si c'est un concessionnaire, eh bien, c'est le secteur de l'automobile. Et ce pointage est exclusif à leur industrie et est adapté vraiment en fonction de prendre une décision en fonction du risque du milieu hypothécaire. Donc, ce pointage-là peut varier de 40 à 80 points de différence avec le pointage que le client va obtenir lui-même sur le site d'Equifax ou TransUnion. Ensuite, il y a certains pointages dans les institutions, donc des pointages maison, qui sont faits à l'interne par les institutions, qui, eux, vont établir aussi un profil d'analyse de risque avec ça. Donc, celui qui a inventé, en fait, qui a fait la gestion des différents pointages là, chez Equifax, avait d'abord nommé ces différents algorithmes-là des beacons.
Beacon fait référence à la petite lumière rouge qu'on retrouve sur le dos des aéronefs parce que le type qui a pensé ça chez Equifax était un passionné d'aviation. Et le beacon, ça sert à prédire la trajectoire d'un aéronef dans le ciel à partir d'une vue au sol en vue d'une éventuelle collision. Donc, pour le secteur financier, ça servait à prédire le risque de défaillance d'un consommateur au cours des 24 prochains mois en vue d'une éventuelle faillite ou défaillance majeure. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait Beacon. Donc, il y a quelques années, ils ont ramené ça au nom FICO. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils vont prendre, par exemple, les bases de données d'Equifax de 1977 à 1999. Ils vont extraire de cette base de données-là les facteurs qui ont conduit vers des délinquances. Puis ensuite, ils vont adapter un algorithme en fonction de ces délinquances-là. Et ensuite, ils vont l'appeler, par exemple, FICO 4.0. Donc, ce pointage-là, lui, était basé sur une échelle de 300 à 850. Ensuite, ils ont pris la base de données des consommateurs de 2003 à 2007, ont extrait les facteurs qui ont conduit vers un risque de non-paiement ou défaillance et ils ont adapté l'algorithme en fonction de ces nouvelles tendances là, comportementales et ils l'ont appelé FICO 5 ou Beacon 5.0. Jusqu'à il y a quelques années, là, les courtiers hypothécaires même travaillaient avec cette version-là. Et c'est pour ça que généralement, ils voyaient très rarement des pointages de crédit près du 850. C'était plutôt plus bas parce que l'échelle se terminait à 850. Par la suite, il a été introduit la version FICO 8, donc 9.0. Et là, l'échelle de pointage est montée à 900. Donc, l'algorithme de 9.0, c'est basé sur la base de données des consommateurs de 2009 à 2011 et cette fois en tenant compte des données de prêt hypothécaire et de téléphonie cellulaire qui ont commencé à être rapportées sur les dossiers de crédit. Donc, aujourd'hui, si un courtier hypothécaire va sortir, par exemple, un dossier de crédit, eh bien, le score qu'il va obtenir, c'est le FICO 8, mais adapté pour le prêt hypothécaire. On va aller voir en quoi il ressort. Donc, et là, je vous dis ici, toutes les informations qui vous sont livrées ici sont disponibles sur les documents ou le site web d'Equifax. Donc, si vous faites un petit peu de recherche, là, tout ça peut se trouver. Donc, les différents pointages qui existent, si on prend par exemple le pointage établi en fonction de l'industrie hypothécaire, bien, ce pointage-là va tenir compte de 12 facteurs supplémentaires puis à partir des segments de données de la population et des statistiques de marché de l'immobilier provenant de JLR, par exemple, et la SCHL. Donc, si la personne a des recouvrements sur son dossier de crédit dans la section des archives publiques qui sont moins de 100 eh bien, ça n'affectera pas le pointage. Si la personne a un ou deux retards de 30 jours occasionnels, eh bien, ça n'affectera pas non plus son pointage. Ce pointage-là sert à prédire les risques de délinquance au cours des 24 prochains mois. Pourquoi 24 mois? Parce que généralement, les rétrocessions de propriété vont survenir entre le 13e et le 24e mois. Pourquoi? Parce que parfois, les gens vont par exemple, trouver des vices cachés dans la propriété. Ensuite, vont faire évaluer, vont voir que ça coûte trop cher et vont décider tout simplement de remettre les clés à la banque. Ça peut être aussi des raisons de divorce ou de maladie, de perte d'emploi, mais ça peut être aussi pour des raisons d'activité criminelle. Par exemple, des maisons de plantation de cannabis, laboratoires de drogue clandestins ou pour des fins de prostitution juvénile ou de tournage de pornographie. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va retrouver des rétrocessions. Donc, tout ça est pris pour compte dans le calcul de l'algorithme. C'est un pointage qui repose de 300 à 900 dans la version 8.0. Ça tient compte des données de prêt hypothécaire et de téléphonie cellulaire. Donc, si la personne a plusieurs retards sur sa facture de téléphone cellulaire, eh bien, son pointage va s'en voir affecté. Et ça va tenir compte aussi de la région où le débiteur habite, donc où le consommateur réside. Donc, tout ça dans sa région, là, selon le nombre de mauvais payeurs, de rétrocession de propriété, tout ça va être tenu pour compte dans cet algorithme.
Si on prend maintenant dans le secteur de l'automobile, eh bien, le pointage va s'appeler, par exemple, Auto-industrie option. Et c'est un pointage qui est exclusivement réservé aux prêteurs qui offrent des produits de financement destinés au monde de l'automobile. Donc, ce pointage-là, lui, va prédire un risque de délinquance pour des cycles de 90 jours. Et pourquoi? Parce que généralement, les gens, quand ils vont remettre des véhicules, ça va être soit 3 mois à l'achat, après l'achat, ou souvent la troisième année. Donc, c'est là qu'ils vont. Il y a des cycles là, qui sont pris pour compte dans ça. Ce pointage-là tient compte des segments de l'industrie automobile et du marché en général. Donc, ils vont se baser avec les actuaires là, sur les périodes, les risques. On pourrait presque dire les pleines lunes, un peu comme l'oracle de Delphes, mais bref, ça va. Là, je faisais des farces en passant, mais c'est pour dire quand même que ça tient compte de plusieurs données importantes de l'industrie. C'est un pointage qui repose de 250 à 900 sur l'échelle de pointage. C'est affecté grandement par les rétrocessions passées de véhicules et les faillites. Ça repose sur les bases de données des consommateurs de 2006 à 2008. Donc, cet algorithme-là, précisément, a observé pendant une période de 2 ans comment les consommateurs se sont rapportés, comment ils se sont comportés, pardon, avec leur prêt automobile et tout ça, ces données-là ont été entrées dans l'algorithme et c'est comme ça qu'est né cet algorithme. Ça ne tient pas compte des données hypothécaires et de téléphonie cellulaire. Maintenant, pour les autres pointages, eh bien, il y a un autre pointage connu sous le nom de Consumer Risk Predicator ou le CRP 3.0. Donc, ce pointage-là est fréquemment utilisé par les compagnies d'assurance pour établir les primes d'assurance, mais aussi par les coopératives de crédit et les compagnies de finance. Quand on parle de coopératives de crédit, on parle comme exemple de Desjardins. Alors, ça prédit un risque de délinquance au cours des 12 prochains mois. C'est un pointage qui est beaucoup plus adapté aux dossiers de crédit récents et aux personnes n'ayant peu ou pas de crédit. Et ce pointage-là repose sur une échelle de 300 à 900. Donc, comme on peut voir, il y a plusieurs pointages qui existent adaptés à différents secteurs d'industrie. Donc, que ce soit pour le domaine de l'automobile, le domaine hypothécaire, le domaine des cartes de crédit, le domaine des concessionnaires de fermes, par exemple, où ce qui vendent des tracteurs, le domaine de l'alimentation. Donc, il y a plusieurs secteurs d'industrie comme ça pour lesquels il y a des pointages adaptés en fonction des comportements des consommateurs pour chacune de ces industries-là. Alors ici, on a un autre pointage qui est couramment utilisé dans l'automobile qu'on appelle le score complet. Donc, ce pointage-là, c'est précisément pour les gens qui n'ont pas d'antécédents de crédit, comme par exemple des nouveaux arrivants au Canada. Donc, ce score va tenir compte des téléphones cellulaires. Il va tenir compte aussi du secteur où habite le demandeur de crédit. Donc, il va prendre la moyenne des pointages où habite la personne. Ça tient compte des opérations commerciales et demandes de renseignements antérieurs. Donc, par exemple, les fournisseurs de crédit qui ont fait des demandes sur le dossier de crédit. Ça va tenir compte de ça dans la prédiction du pointage et ça sert à prédire la probabilité qu'un consommateur ait des arriérés de 90 jours ou plus au cours de la prochaine année. Donc, ça, c'est un pointage qu'on voit couramment dans le secteur automobile, surtout pour les concessionnaires. Les autres pointages de risque utilisés, on va parler du BNI ou le Bankruptcy Navigation Index ou le score de navigation de faillite. Eh bien, ça, c'est un score construit exclusivement par Equifax et qui va donner des statistiques basées sur les données canadiennes, y compris les données de prêt hypothécaire, pour prédire les probabilités de faillite des consommateurs au cours des 24 prochains mois. On pense que ce pointage-là va surtout tenir compte aussi de l'utilisation des cartes de crédit au cours des 24 derniers mois. Donc, le comportement du consommateur, est-ce qu'il faisait seulement des paiements minimums? Est-ce qu'il y a eu des retards courants? Quel a été l'ensemble du portrait? Souvenez-vous, on parle d'environ 600 facteurs là, qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est un score qui varie de 1 à 999. Donc, plus le score est élevé, moins est le risque de connaître une faillite. Et plus le score est bas, plus le risque
est élevé. Ce produit est principalement offert aux institutions qui offrent des produits complémentaires à leur hypothèque, comme des marges de crédit hypothécaires en deuxième rang ou des trucs comme ça. Donc, c'est un score là, qui est utilisé quand même par quelques institutions financières là, connues. Ensuite, on va parler du Equifax Risk Score 3.0, qui est un pointage, on a connu le 2.0, en fait, d'ailleurs, lorsque le consommateur sort lui-même son dossier de crédit là, sur le site d'Equifax, eh bien, c'est l'Equifax Risk Score 2.0 qui va apparaître. Mais le 3.0, lui, est un petit peu plus récent. Donc, c'est un pointage là, qui repose sur ce qu'on appelle la technologie neurodécision. Donc, c'est une intelligence artificielle. C'est un pointage qui va tenir compte des données de télécommunication et des données de paiement tendancielles. Ça tient compte de 549 attributs statistiques, 29 attributs tendanciels. Donc, quand on parle d'attributs tendanciels, on parle des tendances dans le marché, des comportements des consommateurs. Ça va tenir compte aussi des 12 mois suivants. Donc, il va prédire le risque au cours des 12 prochains mois. Ça va tenir compte, par exemple, aussi de toutes les bases de données là, du FBI, antiterroriste, tout ce qu'il y a là, comme liste de noms, ce qui est donné journalistique aussi sur Google, donc pas rien que Google, mais d'autres moteurs de recherche aussi. Donc, c'est assez avancé et ça va vraiment chercher là, un portrait global là, du client. Donc, continuez. Alors, affectation et indices d'influence sur le pointage, eh bien, pour vous en donner quelques-uns, plusieurs d'entre vous connaissent cette charte-là, mais on va l'approfondir un petit peu. Eh bien, si on tient compte là, qu'on part d'un pointage de 900, qui serait un pointage parfait, qui n'existe pas évidemment, eh bien, il y a 35 si on va à droite ici là, en mauve, il y a 35 donc 315 points qui représentent l'historique de paiement. Donc, les habitudes de paiement au cours des 6 dernières années, comment le consommateur a payé, ça représente 35 du pointage. Ensuite, il y a 30 qui représentent le solde dû par rapport aux limites. Et principalement, on va parler ici des comptes de crédit rotatifs. Donc, les comptes I là, vont avoir un petit peu d'incidence, mais vraiment, ce qui va être majeur, c'est les comptes de carte de crédit. Donc, chaque fois qu'un consommateur va dépasser 25, 50, 75, 100 d'utilisation, à chacune de ces braquettes-là, son pointage va se voir retranché parce que le risque va s'élever. Donc, la différence entre des cartes vides et des cartes pleines, ça peut représenter jusqu'à 270 points. Ensuite, il y a 15 qui représente 135 points, qui est l'âge des comptes. Donc, plus ça fait longtemps que vous faites affaire avec les mêmes créanciers, plus ça va avoir d'incidence positive sur le pointage. Par exemple, si on a un consommateur qui est à plus de 75 d'utilisation de sa limite de crédit, donc une limite de 1000, il est à 800, et ça fait seulement 12 mois qu'il est titulaire de la carte, eh bien, son pointage va être grandement affecté. On parle de perdre environ jusqu'à 30 et 50 points. Mais si sa carte de crédit, ça fait plus de 6 ans qu'il l'a, eh bien, il va peut-être perdre juste 15 points parce que ça fait longtemps. Donc, l'âge des comptes, je vous dirais qu'un algorithme de pointage, c'est un peu comme l'idée qu'on se fait des fois du mariage, c'est la loyauté, la fidélité et la stabilité qui va vraiment donner la meilleure image, qui va favoriser en fait l'algorithme de pointage parce que ça va montrer justement ces trois valeurs-là, loyauté, stabilité, fidélité. Donc, dès qu'on fait affaire depuis longtemps avec les mêmes créanciers, ça a vraiment une incidence positive. Ensuite, 10 donc, qui vont représenter le nombre de créanciers et la variété. Donc, si par exemple, vous avez juste des cartes de crédit ou juste des prêts personnels, bien, c'est moins bon, ça prend une certaine variété, donc plusieurs types de comptes. Et les nouvelles demandes de crédit aussi qui vont représenter 10 Un autre fait aussi dans lequel je vais revenir, dans le nombre de créanciers, la variété, chacun des créanciers se voit attribuer ce qu'on appelle un code d'industrie, qui sont 2 lettres qu'on va retrouver dans le numéro de membre Equifax. Donc, si vous allez voir dans la section des interrogations,
devant le nom de l'institution du fournisseur de crédit, il y a un code qui apparaît là avec des chiffres et des lettres. Alors, les deux lettres qui se trouvent au milieu sont ce qu'on appelle le code d'industrie. Et ça vient désigner le type de prêteur et le type de produit associé avec le risque également. Donc, il y a certains prêteurs qui vont favoriser, par exemple, quand on parle des caisses, des banques, ça va favoriser positivement le dossier de crédit, et d'autres prêteurs qui vont venir plutôt affecter le dossier de crédit parce qu'à ce moment-là, on parle de financement à haut risque, taux de l'intérêt élevé. Ensuite, au niveau des nouvelles demandes, quand on parle de 10 bien, chaque demande de crédit va faire perdre des points jusqu'à un maximum de 10. Donc, si la personne avait 750 de pointage, fait 25 demandes de crédit dans 3 concessionnaires, eh bien, après 30 jours, elle va avoir perdu 75 points, donc 10 de son pointage. Donc, ici, on a une petite idée là, de ce qui va principalement affecter. Donc, dans l'éventualité où on veut réhabiliter le crédit d'une personne ou même l'améliorer, eh bien, il faut travailler sur les facteurs où il va y avoir les plus importants, là, donc, c'est-à-dire l'historique de paiement et les soldes. C'est ça qui va avoir le plus d'impact sur ce qu'on va devoir travailler pour faire un gain de pointage. Donc, ici, je me suis référé à un prédicteur de risque à la consommation. Donc, c'est copier-coller d'un tableau d'Equifax, là. Donc, vous avez un exemple de pointage à gauche, là. Ici, on a une échelle de 300 à 900. Et à droite, on va avoir le ratio de bons et mauvais payeurs. Donc, si, par exemple, on prend quelqu'un qui a un excellent crédit, eh bien, il devrait avoir un pointage dans les 800. Donc, à 800, si on prend ici, ça veut dire qu'il y a un client sur 24 qui ne paiera pas bien, donc le risque n'est pas très élevé. Les prêteurs vont accorder du crédit facilement. Sauf que si la personne, ses soldes sur les cartes de crédit sont maximisés, quelques petits retards, des informations dérogatoires, eh bien, son pointage va descendre. Lorsqu'il va se retrouver entre 601 et 680, eh bien, c'est 1 sur 6 qui ne paiera pas bien. Donc, si on parle d'un risque d'environ 16 de mauvaises créances. Et on peut voir ici, là, au centre, donc le taux le ratio là, qu'on va retrouver ici dans cette catégorie-là. Et dès qu'on tombe en bas de 601, eh bien, on est dans le rouge, c'est refusé catégoriquement parce qu'on fait partie du 1 sur 5. Donc, on parle de ici 20 de risque qui ne paiera pas. Donc, entre 601 et 680, c'est là que les prêteurs vont demander le plus de conditions. Donc, par exemple, une caution, un co-signataire, une mise de fonds supplémentaire ou des garanties hypothécaires ou mobilières supplémentaires pour venir minimiser les risques. Donc, ça vous donne une petite idée ici là, des tableaux de pointage, comment ça peut fonctionner. On voit ici que ces tableaux-là s'appliquent dans les cas d'industrie BB, FS et FC. Donc, il y a des tableaux qui existent comme ça pour différents secteurs d'industrie, vraiment bien adaptés. Alors, si on parle ici de la répartition du risque en fonction du pointage, bien, on peut voir qu'entre 300 et 550, on parle d'un pointage très faible. On va parler là, souvent ici là, de troisième chance au crédit. De 550 à 619, on va parler de deuxième chance au crédit. De 620 à 649, on va parler de bon crédit moyen. 650 à 699, c'est acceptable. 700 à 750, c'est à faible risque. Et 750 et plus, c'est là qu'on va retrouver les meilleurs pointages. Alors ici, je vous ai extrait un tableau de notre formation sur la correction des dossiers de crédit où ce qu'on donne les gains et les pertes de pointage en fonction des différents types de délinquance sur les produits de crédit ou les instruments de crédit. Comme, par exemple ici, sur le crédit rotatif, donc on parle ici des cartes de crédit, bien à plus de 75 d'utilisation de la limite de crédit sur un compte de crédit rotatif, si on est à 6,80, on parle d'une perte de 10 à 30 points dès qu'on passe là, sur les 15 Et si on est à 780, on parle de 25 à 45 points. Tous ces chartes-là là, qu'on peut fournir dans notre formation pour expliquer les pertes de pointage en fonction des différents dérogatoires, eh bien, ça a tout été calculé à partir d'un logiciel américain
qui s'appelle FICO Score Estimator. Si vous voulez l'essayer, je vous invite à le faire, mais vous allez voir, il y a des heures et des heures de plaisir, d'essais, erreurs là-dessus pour découvrir là, finalement les pertes par délinquance. Nous, on a fait le travail, on vous a tout compilé ça et ça peut vous donner une moyenne pour vous donner là, les indices. Et quand vous parlez à un client, vous analysez son dossier de crédit, mais vous allez être en mesure de dire, monsieur le client, avec tel retard, vous avez perdu tant de points. Voici maintenant la solution, comment on pourrait faire pour regagner ces points-là en gagnant la confiance d'un fournisseur de crédit. Donc, voici comment est-ce qu'on va faire. Voici le produit qu'on va aller chercher. C'est tout ça que vous apprenez dans nos formations. Donc, tout ce qu'on vous donne ici dans les mercredis ne se retrouve pas nécessairement dans nos formations sur la correction des dossiers de crédit. Donc, c'est vraiment de la nouvelle information. On s'est dit que la formation sur la correction des dossiers de crédit, initialement, c'est une formation de 125 heures. On en donne 12 heures directement dans notre formation et le reste, on va tout simplement le présenter ici, là, ouvert à tous, pour en faire bénéficier à l'ensemble des professionnels. Il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte dans le calcul des algorithmes. D'abord, on a parlé que les nouvelles demandes de crédit vont affecter jusqu'à 10 mais il y a aussi les nouveaux prêts à tempérament, lorsqu'ils sont accordés pendant une période de 12 mois, vont affecter le pointage d'environ 15 Pourquoi? Parce que la personne vient de contracter un prêt majeur, donc elle vient de s'endetter pour un montant significatif, donc ça va avoir quand même un impact sur son pointage. Ensuite, il faut savoir que les pointages ne sont pas statiques, mais dynamiques et qui comportent une variance de plus ou moins 20 points qui vont varier aux 60 jours. Donc, selon certaines périodes de l'année, eh bien, les pointages vont monter et descendre, de sorte à ce que quand vous allez consulter votre dossier de crédit, même si aucune donnée n'a changé, vous pouvez voir votre pointage qui va avoir baissé de 20 points, même si rien n'a changé. Ça fait tout simplement partie des données de programmation de l'algorithme. Ensuite, il y a seulement 5 des consommateurs qui vont se retrouver à plus de 850 de pointage. Les algorithmes sont faits comme ça. Il y a des privilégiés dans notre société, mais pour se tenir dans ça, il faut avoir un dossier de crédit quand même assez particulier. On parle quand même là, de gens qui vont avoir là, une stabilité, genre deux cartes de crédit depuis 25 ans, les deux mêmes cartes, des soldes à zéro, aucune demande de crédit dans les 3 dernières années, pas de prêt personnel, pas de demande de crédit, c'est le strict minimum, 25 ans avec la même femme, à la même job, à la même adresse. Le dossier vraiment d'une stabilité là, indestructible. Donc, c'est ce genre de client-là qui va faire en sorte qu'il va y avoir un pointage aussi élevé. Donc, ce qui favorise l'augmentation du pointage, on l'a dit tantôt, la loyauté, la fidélité et la stabilité sont des valeurs qui sont tenues pour compte dans les facteurs d'algorithme. D'ailleurs, on dit toujours de maintenir les soldes sur les comptes renouvelables, donc les soldes sur les cartes de crédit, idéalement à moins de 30 Ça, c'est une bonne pratique pour maintenir un pointage élevé. Les demandes de crédit, ne pas en faire plus que 2 par année. Idéalement, c'est de ne pas en faire du tout. Choisir les instruments de crédit qu'on va utiliser. Éviter les prêts aux marchands. Tu sais, les cartes de crédit là, de marchands comme je vous donne un exemple, Canadian Tower, ils ont leur propre carte de crédit Mastercard. Ça, c'est bon, c'est correct. Mais la carte de crédit interne, rouge, là, qui n'a pas de logo Mastercard, tout ce qui n'est pas reconnu comme tel va plutôt affecter négativement les pointages. Donc, choisir les instruments de crédit, c'est bien important. Les créanciers avec qui on fait affaire aussi, toujours favoriser les banques, des caisses, éviter le plus possible les compagnies de finances, surtout les compagnies de finances à haut risque. Ce pas des mauvaises compagnies, c'est pas le crime organisé, il n'y a aucun danger là. C'est tout simplement que, comme c'est des taux d'intérêt élevés, eh bien, ça vient élever le risque de non-paiement. Se tenir loin aussi des payday loans et des compagnies de microcrédit. Pourquoi? Parce que dans plusieurs institutions financières, lorsqu'ils vont voir dans les fournisseurs de crédit apparaître ces compagnies-là,
eh bien, vous allez avoir tendance à être refusé parce que c'est du crédit à très, très haut risque. Donc, c'est à tenir compte, là. Et ensuite, les consentements publicitaires. Donc, révoquer les consentements pour des fins publicitaires, ça va permettre d'empêcher les institutions financières de sortir des demandes de crédit impromptues pour vous solliciter pour des nouveaux produits financiers qui viennent de mettre en marché. Donc, tout ça va faire en sorte que ça va maintenir un pointage élevé. Maintenant, pour aller plus loin, donc je ne fais pas une grande présentation, je vous parle juste de nos petits services. On a un service de coaching. Si vous avez besoin d'aide avec des dossiers problématiques, vous pouvez nous appeler. On va vous aider. Si on parle de 100 là, pour un dossier, pour avoir les conseils et l'accompagnement. Maintenant, si vous avez déjà suivi le cours sur la formation et la correction des dossiers de crédit qui est accrédité en courtage hypothécaire par l'Autorité des marchés financiers, eh bien, à ce moment-là, on vous donne un rabais de 50 donc on parle de 50 pour avoir du coaching. Donc, c'est vraiment pas cher et tous les dossiers peuvent être réhabilités. Vous pouvez suivre aussi la formation sur la correction des dossiers de crédit qui donne 12 UFC en courtage hypothécaire. N'importe qui peut la suivre, même les gens du public, même les concessionnaires automobiles. Tout le monde est bienvenu. Donc, c'est une formation qui vous donne vraiment les outils, comment vous-même le corriger ou accompagner un consommateur à le faire. Et on a les formations à l'entreprise où on peut vous approfondir l'accompagnement et vous mettre sur pied là, un service de correction ou de réhabilitation de crédit. Donc, si vous êtes un courtier ou une entreprise qui désire offrir le service de correction de crédit à ses clients, eh bien, on peut vous accompagner à vous mettre en place, là, puis à élaborer tout ça et pour que ça soit conforme avec la loi. Donc, ceux que ça intéresse, on a une session d'automne pour le cours sur la correction des dossiers de crédit. On offre un rabais de 600 présentement. Donc, le code promo rabais 600, toujours valide jusqu'au 20 décembre. Donc, on parle que la formation coûte 1497 présentement avec le rabais de 600. On peut financer sur 12 mois sans intérêt et en 12 versements égaux. Il n'y a pas de poigne là-dedans. J'ai beaucoup de gens qui le financent comme ça. On vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse de suivre la formation et devenir un expert. Ça va faire vraiment une différence auprès de vos clients. Le prochain mercredi aura lieu le 6 décembre, donc ça ne sera pas dans 2 semaines, ça va être la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que le 14 décembre, je vais donner la formation sur la correction des dossiers de crédit. Donc, le 11, 12, 13, 12, 13, 14. Donc, le 6 décembre, on va parler du classement des comptes. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, les lettres ROIMCL, les codes de 0 à 9. On va aller démystifier ça. On va aller approfondir ce sujet-là. Donc, ne manquez pas ça la semaine prochaine. En passant, la formation d'aujourd'hui va être disponible gratuitement sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir la consulter dès demain. Et vous allez recevoir une invitation pour le prochain mercredi dans lequel vous pourrez aussi avoir un lien pour revoir la formation d'aujourd'hui. Donc, on arrive maintenant à la période de questions. Et là, on va ouvrir la parole. Donc, Claudia, qui m'accompagne, va vous donner la parole et va vous permettre de poser des questions. Donc, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, je vous laisse y aller maintenant. Ceux qui ont des questions, tout simplement appuyer sur lever la main. Donc, le petit bouton là, avec la main levée comme ça. Vous levez la main, puis on va vous donner la parole. La parole est à vous. Donc, Sylvain, on a déjà quelques questions dans le chat. Oui. Donc, la première question, au niveau de l'algorithme, de quelle façon le bureau de crédit affecte les assurances auto ou habitation? Bien, les assurances auto, eux, vont sortir le dossier de crédit dans une section qui s'appelle du soft check. Donc, ça n'affecte pas le pointage. Ce sont des demandes spontanées qui n'affectent aucunement le pointage. Donc, on peut magasiner nos assurances en toute quiétude. Là, ça n'affecte pas le pointage. On a aussi une question de Marie-Josée qui dit, si on paye le solde complet de notre carte de crédit tous les mois, est-ce que c'est mieux de le faire 4-5 jours avant la date d'échéance ou si à la date d'échéance, c'est la même chose?
Idéalement, le faire 4-5 jours avant la date d'échéance, puisqu'il y a un délai de compensation entre le moment où vous payez à votre institution financière et que l'argent est transmis au fournisseur de crédit. Surtout si le fournisseur de crédit, ce n'est pas votre banque. Donc, par exemple, vous avez une carte Visa Desjardins et votre compte est à la Banque nationale, calculez 4-5 jours. Mais l'idéal, encore mieux que ça, pour favoriser votre pointage, toujours payer 4 jours avant la date d'émission du relevé. Donc, quand vous recevez votre relevé de carte de crédit, il y a une date dessus. Et cette date-là, le montant qui est dû va être imprimé sur le ruban qui va être envoyé ensuite chez Equifax et TransUnion. Donc, si vous payez 4 jours avant la date d'émission du relevé, 4 à 5 jours, eh bien, au moment où le relevé va être envoyé, ça va être le solde le plus bas qui va apparaître au dossier de crédit. Ça fonctionne encore, mais d'ici un an, cette méthode-là ne fonctionnera plus puisque maintenant, il y a un nouveau système de paiement en temps réel qui est instauré dans le système bancaire. C'est pour ça qu'on voit là, toutes les plateformes de banques qui sont en train de changer, nos plateformes où on se connecte là, avec nos cartes de guichet. Et ça va faire en sorte que les paiements vont passer en temps réel. Donc, lorsque vous allez payer votre carte Amex, par exemple, et le paiement va tout de suite être transmis sur la carte. Ça a comme avantage que ça va être beaucoup plus rapide, ça va être des paiements qui sont irrévocables, donc on ne peut pas les renverser une fois qu'ils sont envoyés. Donc ça, c'est l'avantage, mais au point de vue de la fraude, c'est un autre des avantages. On parlera dans d'autres formations à ce sujet. Merci Sylvain. Au départ, tu as parlé aussi de Credit Karma et on nous demande dans le chat, est-ce que c'est sécuritaire? Bien, il faut savoir que ces plateformes-là, c'est quand même sécuritaire. Le but de ça, c'est d'offrir à un client son pointage gratuit, l'accès à son dossier de crédit. Et d'ailleurs, le pointage qu'il va obtenir, ce n'est pas le même pointage que les institutions financières, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un autre pointage maison. Et ça permet à Credit Karma de solliciter ensuite, de présenter ce consommateur-là à des institutions financières qui offrent des cartes de crédit. Donc, vous savez bien que si vous donnez vos informations personnelles gratuitement pour obtenir votre pointage, c'est que le produit, c'est vous. Donc, oui, c'est sécuritaire. Toutefois, il y a eu une problématique dans les dernières années où les fraudeurs se servaient de ces applications-là pour accéder au dossier de crédit des victimes, puisqu'ils ne demandaient pas nécessairement beaucoup de questions de sécurité. Donc, il faut toujours être prudent avec ces applications-là, puisque lorsque vous faites ça, ben, vous donnez à cette entreprise-là le pouvoir d'accéder à votre dossier de crédit et d'y retourner là, à plusieurs reprises. Donc, moi, je recommande d'éviter le plus possible de faire affaire avec ces entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait tout à l'heure Denis de Chantal qui avait une question. Denis, est-ce que tu as toujours une question? Je vais te donner la parole, là. Je sais que tu as levé ta main. Alors, vas-y, tu peux parler, Denis. Juste à activer ton micro. Oui, est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, on t'entend très bien, Denis. Oui, OK. Je voulais juste vérifier avec toi, là, tu sais, bon, on a le pourcentage d'utilisation sur la limite de carte de crédit qui a un impact sur la cote de crédit. Mhm. Mais ma question est la suivante. C'est sûr que si tu as une carte de 10 000, avec une limite de 10 000, tu dépasses 3 000, bon, tu as dépassé 30 ça a un impact. OK? Mais si tu as trois cartes de 10 000, soit 30 000, et que tu as utilisé seulement une des cartes de 3 000, on est beaucoup en bas de 30 là. Est-ce que ça fait une différence sur le total de la limite ou c'est quand même pris par carte de crédit? Ben, en principe, parce qu'il faut savoir que les algorithmes de pointage, c'est un grand mystère, hein. C'est comme les voies du Seigneur, c'est impénétrable. Mais mon expérience a démontré que ça va selon chacune des cartes. Donc, si on a trois cartes qui sont en haut de 3000, chacune des cartes va perdre un certain nombre de pointages. Mais il faut se souvenir qu'il y a 600 facteurs derrière tout ça. Donc, ça va tenir compte aussi de l'utilisation totale du crédit. Donc, si les trois cartes ensemble totalisent plus de 30 ça va avoir encore plus un impact sur le pointage versus si c'est une seule carte qui dépasse 30 d'utilisation. Donc, tout ça, là, c'est un grand mystère qui est derrière.
mais en jouant avec le FICO Score Estimator, on peut estimer ou présumer qu'il y a vraiment une perte de points. De combien exactement, c'est dur à chiffrer, mais on peut se donner une moyenne là, qui peut varier. OK. Merci beaucoup.